Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Caribou Montréal, la plateforme qui relaie les événements culturels et économiques de la communauté afro-caribéenne à Montréal. Donc, si vous avez des événements à venir, communiquez avec nous ou allez directement sur notre site Internet, mettez votre événement et on va se faire une joie de communiquer avec vous. Si vous voulez participer à notre live qu'on fait à la rencontre d'eux pour mettre en avant les événements qui se passent dans la communauté et pourquoi pas venir couvrir aussi votre événement. Et donc, moi, c'est Adjoa de Caribou Montréal. Donc, ce soir, en fait, on reprend notre série Réussite canadienne. Donc, Réussite canadienne, c'est votre podcast qui met en lumière les parcours d'immigrants afro-caribéens. Donc, on donne la parole ici aux immigrants qui ont des carrières remarquables ou qui ont des entreprises florissantes au Canada. Et par leur histoire et leur sacrifice, en fait, nous, on tire notre source d'inspiration, notre motivation pour avancer dans la communauté ici. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les séries podcast de Réussite canadienne. Activez la cloche de notification pour nous suivre en temps réel. Donc, ce soir, en fait, on continue l'épisode Réussite canadienne et on accueille une personne remarquable, engagée dans l'écosystème entrepreneurial au Québec. Et si vous voulez réussir votre intégration, moi, je vous dirais de suivre ce podcast jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui de notre invité. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Ali Diallo, qui est directeur régional chez Evol. Bonsoir. Monsieur Diallo, comment vous allez? Bonsoir, Adjoa. Bonsoir, je vais bien. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous. Donc, Monsieur Diallo, pour le podcast aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la structure de qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, en fait, on va apprendre à vous connaître. Vous allez nous parler un peu de votre parcours jusqu'ici. Et ensuite, vous allez nous présenter un peu les services de Evol. Qu'est-ce que Evol peut apporter à la communauté ici? Et puis ensuite, vous allez donner des conseils de votre expérience, hein, de comment est-ce qu'on peut réussir ici dans la communauté quand on arrive, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout. Donc, c'est un peu la structure. Est-ce que cela vous convient? Ça me convient tout à fait. Merci. Super. Donc, sans plus tarder, Monsieur Ali, je vais vous demander de nous parler un peu de vous, vos origines. En quelle année vous êtes arrivé ici au Canada? Très bien. Écoutez, beaucoup de gens disent ça, mais je vais commencer en disant que j'ai un parcours assez atypique. Et là, c'est vrai qu'on le dit souvent. Mais pourquoi je le dis, c'est parce que, en fait, à l'origine, donc je suis originaire d'Afrique de l'Ouest, et puis je suis venu au Canada pour étudier. Et donc j'ai étudié en communication et puis en administration des affaires, option finance à l'Université Laval. Et alors que, parfois certains étudient et puis continuent à travailler au Québec ou au Canada, moi je suis reparti en fait sur le continent africain à la fin de mes études. Et donc je suis reparti travailler. Je suis reparti travailler là parce que quand j'étudiais il y a quelque chose quand même qui m'a toujours intéressé chez moi, c'était de la volonté de développer les écosystèmes, les individus et puis les organisations qui les composent. Et puis, bien évidemment, bon, ici, on est dans un pays, un continent qui est développé, comme on le sait, mais dans d'autres parties du monde, il y a encore un chemin à faire vers le développement. Donc, c'est des pays qui émergent, mais des pays au sein desquels il y a quand même toujours des efforts à faire pour faire en sorte qu'ils se développent davantage. Donc, ça, moi, ça m'a attiré et je me suis dit, bon, alors que j'étais doté maintenant on va dire, de diplôme et puis d'une connaissance théorique, je me suis dit, mais je vais l'appliquer sur le continent africain. Et c'est dans ça que finalement, j'ai commencé à travailler au Burkina Faso dans le secteur financier, dans le domaine financier.
Et ça encore, ça répond à ce besoin-là que j'ai de faire grandir les individus, les organisations, parce qu'on le sait très bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est à partir de là que beaucoup de choses se passent, qu'il y a de la transformation. Et donc, j'ai travaillé dans le secteur financier au Burkina Faso et puis au Mali. Donc, j'ai dirigé 2 institutions financières dans ces 2 pays concomitamment pendant un certain temps. Donc, je passais partie de mon temps au Burkina et puis une partie au Mali. Et alors qu'il n'y a pas longtemps que nous, on a appris ici à travailler à distance, le télétravail, moi, déjà, en fait, c'est déjà ça. 2000, Wow. j'étais déjà dedans. Et oui, c'était quand même assez, on va dire, c'était assez particulier dans cet écosystème parce que c'était pas donné à tout le monde, en fait, de pouvoir le faire. Parce que quand vous dirigez une institution financière, ben, vous devez avoir l'accord de la banque centrale. Hein. Vous devez être, donc, ça fait que au niveau du groupe qui donc m'employait, bon, on a dû obtenir donc un accord dans ces 2 pays-là pour que je puisse donc y travailler. Et puis, à partir de là, finalement, le groupe pour lequel je travaillais lançait ses opérations dans un pays anglophone, dans le pays anglophone où on devait donc finalement nous déployer. Et c'est là où, au niveau de la personne qui était responsable du groupe financier pour lequel je travaillais, Alios Finance, ben, cette personne-là m'a demandé justement d'être celui qui va partir pour faire en sorte qu'on débute en fait nos activités dans ces pays anglophones. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé en Zambie. Ouais, où j'ai finalement travaillé pendant 4 ans pour mettre en place les opérations en fait de l'institution, tout le recrutement, et puis nous positionner au niveau du marché et puis donc développer nos activités. Donc c'est vraiment c'est ça, moi c'est comme une trajectoire où bon, là où j'ai été en fait j'ai œuvré pour le financement donc d'entreprises parce que je me suis dit mais en finançant ces entreprises et puis ces entrepreneurs en même temps en les faisant grandir, ben, c'est sûr qu'il y a tout un impact sur ce monde qui les entoure. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé. Et puis à la suite de cela, donc j'ai finalement démissionné du groupe au sein duquel je travaillais et puis je suis reparti en Afrique de l'Ouest où j'ai dirigé un cabinet qui aidait toujours en fait les entreprises à lever des fonds, à trouver du financement et en même temps les aider à renforcer leurs capacités parce que c'est une chose de permettre aux entreprises d'avoir accès à des fonds, mais c'est une deuxième chose de faire en sorte que ces fonds-là soient gérés, entre guillemets, en bon père de famille. Ça prend la nécessité de pouvoir voir quels sont les éléments au niveau de ces entreprises-là qu'il faudrait renforcer pour faire en sorte qu'elles soient à même de pouvoir absorber les montants qu'elles empruntent et de pouvoir finalement les rembourser et puis faire en sorte que le financement constitue ce qu'il doit normalement être, un vrai effet de levier. Donc, et ça, je l'ai fait à partir du Ghana. Et puis, donc, je couvrais les pays anglophones à partir du Ghana et puis les pays francophones à partir du Burkina Faso. Et parallèlement à cela, donc, je travaillais avec ce qu'on appelle des partenaires techniques et financiers. Donc, on peut nommer ceux que pratiquement tout le monde a connu cette année ou l'année passée, disons cette année, l'USAID, donc qui, grâce à M. Trump, a quand même été, je veux dire, pas mal nommé ces derniers mois. Voilà, donc j'ai travaillé avec l'USAID dans le cadre de leur programme, France Française Développement, en fait, d'ANIDA au niveau dans la coopération douanoise. Et ça, c'est le cadre de projet en tant qu'expert pour pouvoir justement aider ces organisations-là à développer les secteurs privés dans des pays africains. Donc, parallèlement à cela, j'ai eu la possibilité donc d'être résident permanent ici. Donc, j'ai déposé mon dossier et puis
Voilà, et puis là, le processus s'est fait tranquillement. Et puis c'est en 2018 ou 2019 que je suis revenu ici Vous êtes revenu. et que j'ai continué à travailler entre ici et puis là-bas. Et Oh, ok, puis, donc vous n'avez pas démissionné. Vous et avez non, gardé non, en fait j'étais toujours dans les cabinets. En fait, j'étais propriétaire de ce cabinet-là, donc ça faisait que j'avais ma flexibilité et puis donc, je voyageais beaucoup à l'époque, hein, parce que j'avais des mandats, effectué des mandats dans plus d'une trentaine de pays. Et donc, j'avais des clients qui voulaient se déployer dans des pays, donc et les aider à lancer des activités dans certains pays. Et puis, voilà, donc c'était quand même très, très intéressant, mais très prenant, mais j'étais extrêmement mobile. Alors qu'on Mhm. sait que lorsqu'on est résident permanent, c'est mieux quand même d'être un peu moins mobile, on va dire. C'est Et ça. donc, voilà, donc ce qui fait que en 2019, là, je me suis intéressé de plus en plus à l'écosystème québécois. Et Mhm. puis, c'est là où j'ai commencé à être actif au niveau de l'entrepreneuriat, donc coach d'entrepreneurs pour Défi Montréal, le groupe 3737, etc. Et puis, c'est là où j'ai croisé effectivement le chemin des vols. Et puis, il y avait un poste à pourvoir au niveau de la direction régionale de la Montérégie, d'où je suis, où j'habite. Et Ok. puis, c'est tout naturellement que je me suis finalement retrouvé là. Et puis, voilà, donc depuis décembre 2022, donc je suis directeur régional des vols. Ok, waouh, un très beau parcours. Moi, je vais revenir un peu sur le parcours pour Ouais. qu'on se situe un peu dans le temps. Donc, si je résume, en fait, vous êtes venu au Canada pour vos études dans un Ouais. premier temps. C'était en quelle année à peu près, juste pour Ah, se ben, situer? c'était en 91 par là, 92, hein. D'accord, en 91. Donc, Ouais. en 91, jusqu'à quelle date En vous avez 96. En jusqu'à 96 que je suis 96? reparti en Afrique. Ok, Et ok, puis, il faut dire que j'ai eu une parenthèse, j'ai travaillé un peu pour mon père qui était dans le domaine de la communication. Et d'accord. puis, donc, c'est vraiment en 1999 que j'ai intégré en fait le secteur financier. Hmm. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler dans le secteur financier. Dans le secteur Ouais. financier. OK. Donc, en fait, si je résume là, vous avez fini en 96, vous êtes reparti en Afrique, Ouais. enfin, en Afrique de l'Ouest, et vous avez travaillé un peu avec votre père. Ouais. Donc, et en 99, donc disons de 96 à 99, vous étiez en communication, puis c'est en 99 que vous avez vraiment intégré le domaine financier en étant, en fait, en travaillant entre le Burkina et le Mali, c'est Oui, ça? c'est ça. J'ai travaillé au Burkina dans un premier temps et puis ensuite, bon, on m'a confié la direction donc, c'est un groupe qui s'appelle Allios Finance, donc l'Allios Finance Mali. Et donc, en même temps, j'étais donc directeur d'Allios Finance Burkina aussi. Ouais. OK. Et comment enfin, je veux dire, comment décider de repartir en Afrique alors que plusieurs, quand ils viennent étudier ici, ben, ils ont plus envie de repartir, en fait. Quand ils viennent étudier au Canada, ils veulent rester travailler, ils veulent pas retourner en Afrique pour aller travailler, dans leur pays. Ouais. Est-ce que c'est à cause de votre père? Parce qu'il Non, en avait... fait, c'est ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que une fois que j'ai commencé, que j'ai fini du moins mon diplôme, c'est sûr qu'il y avait comme des opportunités, mais en même temps, il y avait effectivement, moi, je suis issu d'une famille où j'ai un père qui était, bon, qui n'est plus de ce monde, mais qui était très panafricaniste et puis qui se disait que, d'ailleurs, il a travaillé à l'organisation de l'unité africaine à l'époque, qui est devenue voilà, l'Union africaine. Donc, ce qui fait que il avait une forte croyance qu'il fallait que les Africains développent leur continent. Donc, charité bien ordonnée, commençant par soi-même. C'est sûr qu'il a dit à son garçon, écoute, il y a OK. du travail ici. Et puis nous sommes issus en fait en fait, on écoute en fait quand nos parents nous parlent, etc. et tout. Et puis, n'oublions pas que si je suis venu aussi au Canada, c'est grâce à lui. Donc, c'est quelque chose aussi où je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, effectivement, ben, pourquoi pas, il y a des choses à faire. Ouais. Donc, autant repartir. Et puis, la preuve, c'est que aujourd'hui, je suis ici. Donc, l'un n'empêche pas l'autre non plus, hein. Je suis reparti, je suis revenu. C'est moins rare, c'est plus rare quand même C'est ça, hein, c'est rare. des trajectoires. Mais Effectivement. c'est parce qu'à un moment donné aussi, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour en Afrique.
vraiment, en fait, de la clientèle en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Je remontais au Maghreb, etc. J'allais en Asie du Sud-Est, etc. J'ai quand même fait le tour. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est une manière de boucler la boucle aussi. C'est de, voilà, j'ai étudié ici et puis de revenir et puis de voir comment ça se passe. Et actuellement, ici, ça se passe très, très bien. J'ai ma place. Je trouve qu'il y a pas mal de choses que j'arrive à faire. On cherche chaque fois à avoir de l'impact, bien évidemment. Bon, il y a une chose qui est vraiment importante et je le dis souvent aux gens qui me connaissent un peu, c'est ce phénomène-là de la photo de avant et puis après, comme un peu comme quand on fait un régime, hein, le before and after, c'est-à-dire que lorsqu'on intervient dans le cadre professionnel, dans ce qu'on fait, il faut vraiment qu'il y ait comme cet impact-là, ce changement. Avant votre intervention, ça ressemble à quelque chose, et puis après votre intervention, ça ressemble à autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, je me suis toujours dit, ben, ce serait bien d'apporter quelque chose lorsqu'on est là, lorsqu'on fait justement, lorsqu'on commet des actions ou bien qu'on est responsable de quelque chose ou quoi que ce soit, il faut apporter du changement. Ça, c'est quelque chose que je me dis constamment dans la manière dont je fonctionne. Et puis, c'est ça, avoir de l'impact, c'est très important. Oui, c'est sûr. Donc, vous estimez avoir déjà impacté assez l'Afrique pour revenir ici, pour continuer. Est-ce que en étant ici, vous continuez d'impacter quand même l'Afrique? Bon, en fait, moi, c'est vrai que j'ai quand même un profil où je continue d'être proche du continent africain. J'y vais de temps à autre et tout. C'est un continent où il y a toujours des choses qui se font jusqu'à présent. En fait, encore plus qu'avant. Et aujourd'hui, la différence, c'est que je pense qu'il y a eu comme un changement de logiciel où les Africains se prennent de plus en plus en charge. Avant, ils supportaient un peu plus là, et puis alors que maintenant, il y a beaucoup plus on va dire, de proactivité et puis d'engagement. Donc, c'est certain que il faut aussi, comme on dit souvent, ben, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et puis, c'est important, en fait, de garder ce lien-là et puis de voir justement ce qu'on peut continuer à apporter, que l'on soit présent là-bas ou alors pas du tout, parce que on est dans un monde de plus en plus global. Quoique actuellement, ça se discute avec tous les événements que l'on connaît, mais c'est sûr que c'est un processus qui est en cours. Le développement est en cours en Afrique, et puis je ne pense pas qu'il faille être en marge de ça. Il faut, mais quelque part, être connecté à tout ce qui se passe. Donc, moi, c'est quelque chose que je continue de faire. C'est vrai que je suis moins présent physiquement que je ne l'étais avant, mais ça fait partie toujours de mon équation. OK. Donc, vous êtes toujours propriétaire de votre entreprise de consulting ou Oui, en fait, bon, je pourrais, je fais, parce que quand je fais quelque chose aussi, je fais une différence entre faire et puis bien faire. Et quand on veut bien faire, il faut s'engager. Donc, c'est sûr qu'actuellement, au niveau des vols, Evol m'occupe beaucoup, mais je ne fais pas que ça. En fait, avant Evol, il y a une partie que j'ai omise, en fait, c'est que quand je suis arrivé, je suis revenu au Québec, je me suis rendu compte, un peu comme ce que vous faites à Caribou, là, vous essayez de combler en fait des gaps et puis et tout, mais moi c'est plus au niveau financier que quand je suis revenu, j'ai fait un constat avec des personnes que je connaissais, c'est que quand on est issu de l'immigration ou de la diversité, et non culturel, on a plus de mal à avoir accès aux produits et services financiers. Donc, c'est quelque chose c'est un fait, c'est un constat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, contrairement à d'autres endroits, il y a des solutions ici. Il y a des solutions. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas en général. Soit ils ne savent pas s'y prendre. Et donc, ça nous a amené, avec mon petit monde, là, à nous questionner et puis à nous dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faciliter et puis accélérer l'inclusion financière, en fait, des personnes issues de l'immigration et puis de la diversité.
Et c'est là qu'on a créé, en fait, une organisation qui s'appelle Inclusio, et qui, voilà, et puis qui facilite, en fait, l'accès aux produits et services financiers pour les gens de l'immigration et puis de la diversité. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai connu Evol dans le cadre, en fait, des activités d'inclusion. C'est parce que l'inclusion organisée, et le fait toujours, hein, des activités, des fois, des événements avec les, des institutions financières, des gens qui sont dans le domaine financier et puis qui offrent des produits et services financiers. Et donc, il y avait eu un événement qui avait été organisé, et puis Evol était là, et puis ils avaient été invités, on les avait invités, et puis c'est là que j'ai vraiment connu Evol. Et puis c'est quelques mois plus tard que ce poste s'est ouvert, mais je les connaissais donc déjà un peu à travers ça. Et c'est vrai que, bon, moi, après, vu que, comme je vous ai dit, quand je fais quelque chose, je suis quand même engagé, mais une fois que j'ai rejoint donc Evol, je me suis détaché, en fait, des opérations d'inclusion. Mais ça, c'est quelque chose qui a été lancé, qui existe toujours. Et après ça, toujours dans cette optique-là d'apporter des réponses, il y avait une chose aussi qu'on a constaté, ou bien que j'ai constaté avec d'autres administrateurs d'un organisme qu'on appelle FINEDUC, c'est que l'éducation financière des personnes d'immigration et de la diversité, elle n'est pas assez avancée, elle n'est pas au point. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse les aider à mieux s'éduquer financièrement. Ok. Là, j'ai un chat. Allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais prendre aussi mon thé là, qui est refroidi depuis. Oui, donc, excusez-moi, c'est ma gorge là. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Donc, pardon. Donc, l'éducation financière, et ça, c'est pour pouvoir faire en sorte que les gens soient mieux au fait des différences que l'on a ici par rapport à de là où les gens viennent. Les codes de crédit, les marges de crédit. Enfin, il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas ou ne savent pas, en fait. Les gens ne savent pas vraiment parfois comment procéder, comment s'y prendre et quels sont les impacts si jamais on néglige certaines choses. Donc, FINEDUC, qui est un OBNL, a été créé dans ce sens-là. Donc, moi, je suis toujours administrateur, en fait, de FINEDUC. Et puis, oui. Et donc, ce qui fait que c'est toujours un peu la même chose, hein. Evol, FINEDUC, Inclusio, c'est un peu le même domaine. C'est relié quand même. Il y a un lien entre tout ça, c'est la finance. OK. Exactement. Donc, si je vais juste situer aussi. Donc, vous êtes revenu au Canada. En quelle année? Je suis revenu en 2018 une première fois. 2018, et puis, mais comme je continuais de travailler beaucoup avec le travail que je faisais au niveau du cabinet conseil, vous savez, quand on est résident permanent, il faut rester 6 mois, hein, on va dire, pour quand même bien faire là. Mais au bout d'une année, je pense que j'avais fait en cumul 1 mois de présence au Canada. J'ai voyagé. Et là, je me suis dit, il faut quand même changer les choses là, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et puis là, donc c'est finalement en mai, en mai 2019 que là, j'ai commencé à être un peu plus présent ici. Et puis, c'est avec la COVID que là, totalement, je me suis retrouvé bloqué ici. Et puis, il fallait donc trouver les moyens de bien s'occuper. Donc, quelque part, la COVID, pour moi, ça a été un mal pour un bien, parce que sans ça, je continuais en fait à beaucoup voyager, à faire unir, voilà, c'est ça. Et au point où, bon, finalement, quand je suis resté, très rapidement, j'ai pu donc rentrer un peu plus là, dans l'écosystème entrepreneurial. D'accord. Donc, c'est là que, en fait, est né, je veux dire, Inclusio, FINEDUC, tout ça, ça a pris place. Absolument.
c'est après ça. Jusqu'en 2022 où vous avez eu le poste de directeur régional de Evol Voilà, Nord. OK. c'est ça, absolument. Puis juste une petite question, ben, c'est pas pour vous comment dire vous importuner, mais dans tout ça la famille, parce que c'est pas évident, hein. Donc vous dites que vous avez beaucoup voyagé, même en étant en Afrique, vous voyagez beaucoup. Est-ce que la famille dans tout ça, bon, enfin les Oui. déplacements, Alors, ça se non, passe? c'est sûr que c'est une dimension, il faut en tenir compte maintenant. Mm. Ça a commencé quand même dans un environnement, quand vous êtes en Afrique, les choses sont organisées différemment qu'ici, hein. Oui. C'est-à-dire, moi, en Afrique, ben, on a la famille nucléaire, là, Mhm. mais on a aussi toute la Oui. famille qui gravite autour. Donc, les enfants, ils avaient leur grand-mère, leurs tantes, tout le monde. Et puis, on a quand même l'avantage en Afrique d'avoir aussi des employés qui, donc, il y en a qui s'occupent de la maison, d'autres s'occupent des enfants, etc. Donc, moi, ça me donnait la possibilité d'aller et puis de venir. Et puis, mes enfants ont grandi en intégrant ça dès le départ, en fait, parce que en me voyant être nomade dès le départ, donc ça fait que ils se sont habitués à ça très rapidement. Et quand on est venu ici, en fait, ils étaient déjà d'un certain âge, donc OK. il y avait plus de réadaptation ou bien de nécessité vraiment de les suivre ou quoi que ce soit. Ils étaient totalement autonomes et puis OK. assez grands. Donc ça, je l'ai plutôt bien vécu et c'est pour ça que finalement, c'est intéressant même comme trajectoire parce que en repartant, bon, on arrive à C'est ça. finalement être assez libre de ces mouvements et tout, et en ayant toujours la possibilité de leur donner une bonne éducation. Et Mhm. puis, ensuite, bon, quand ils grandissent, ils ont aussi une base qui est là. Et puis, quand ils arrivent, finalement, ils se prennent en charge le premier jour. Donc, c'est pas, moi, je dirais aux gens que C'est pas mauvais. c'est pas mauvais, oui, vraiment. C'est pas mauvais, oui. C'est Connaissant vrai. en fait, les exigences que ça prend quand on élève des enfants en Mhm. Occident, Ouais. c'est vraiment tout notre agenda, tout notre quotidien tourne autour de ça. On ne peut pas se départir en fait de cette. C'est une bonne chose, mais le programme tourne autour de nos enfants. Mais en Mhm. Afrique, c'est différent. C'est-à-dire, Oui, ça fait juste partie d'un élément du programme, mais ça ne c'est prend ça. pas. On n'est pas du tout dans la proportion des 80-20. Non, c'est quand même plus équilibré là. C'est clair. Il y a plus de bras. pour Absolument, absolument, ça. oui, Il y a plus totalement, de bras pour nous aider. oui. Ah ben c'est super. Moi, enfin, j'aimerais savoir dans tout ça, votre retour au Canada. euh, bon, je sais que vous avez trouvé des occupations très rapidement avec Inclusio et Finedu que vous avez créé, mais euh, est-ce que vous aviez quand même cherché chercher du travail hein, en revenant au Canada, même si vous étiez propriétaire de votre cabinet conseil, est-ce que vous avez quand même essayé de chercher du travail? Est-ce que vous avez connu des obstacles dans cette démarche? Ou, bon, finalement, non, c'est comme tout a été... Bon, en fait, c'est sûr que quand on revient ou quand on est là, ou qu'on vienne ou qu'on revienne, hein, quand on cherche du travail, Mm, c'est certain que parfois on peut être confronté à des obstacles, on va dire d'ordre peut-être un peu systémique là, où c'est peut-être des fois moins évident de trouver du travail, comme pour certains, c'est moins évident de trouver un logement ou ce genre de choses, hein. Je pense que c'est clair il y a peut-être une difficulté supplémentaire qui arrive à ce niveau-là. Et puis moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné, ou là où je ne manque pas de m'exprimer, c'est que parfois on peut venir moi, j'ai pas eu ce problème de concordance là au niveau des diplômes et mhm, tout c'est ça, ça.
je pense à ça. Je pense aussi au fait que parfois, on va vous dire, ben, vous n'avez pas assez d'expérience québécoise ou canadienne. Moi, quand on me présente les choses de cette manière-là, ben, je réponds quand même que, vous savez, je suis issu moi-même d'un continent où parfois je vois venir des gens d'ailleurs qui peuvent venir d'Europe ou d'Amérique du Nord ou d'Asie ou quoi, mais je n'ai jamais entendu qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas de connaissance en fait de cet environnement-là au point de ne pas pouvoir y travailler. Au contraire, des fois, il y en a qui arrivent en tant qu'expatriés, ils n'ont jamais foulé le pied, le sol en fait d'une autre contrée que la leur. Mais bon, bizarrement, ils sont capables de pouvoir s'en sortir dans cet environnement qu'ils connaissent pas. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je pense que il y a comme parfois un deux poids, deux mesures, il y a une prise de conscience qu'il faut que les gens qui est là, du fait que, bah, écoutez, les gens peuvent venir d'ailleurs, mais ils n'ont pas forcément besoin de connaître tous les tenants et puis les aboutissants de là où ils sont. Moi, je pense que c'est plus la manière de réfléchir, la manière dont ils fonctionnent qui doit faire la différence. Donc, pour ma paraphraser l'autre, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine, parce qu'une fois que vous avez la tête bien faite, ben, vous arrivez à savoir un peu ben, comment les choses fonctionnent, et puis là, vous pouvez finalement vous en sortir, et puis bien, comme on dit communément, livrer la marchandise, en fait, dans cet environnement où vous vous retrouvez pour la première fois. Donc moi, c'est plus à ce niveau-là que je vois qu'il y a quand même parfois, euh, j'entends certains propos qui me font dire que les obstacles, ils sont plus de ce genre-là. Mais bon, pour y répondre, moi j'ai peut-être l'avantage d'avoir beaucoup voyagé en fait. Hein, quand j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai fait des missions tu sais, à travers le monde. J'ai eu des mandats aussi dans plusieurs pays, dans plus d'une trentaine de pays. Donc, ça fait que ça apporte comme ce que j'appelle moi la transversalité. C'est-à-dire que en fonctionnant dans plusieurs environnements, en rencontrant plusieurs types de personnes qui pensent différemment, après, ça vous donne comme une ouverture d'esprit pour pouvoir en fait voir les choses différemment. Parce que souvent aussi, vous allez arriver dans des endroits et puis les gens vont vous dire, ben, nous, on a toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, vous dites, mais non, ça ne fonctionne pas forcément comme vous le pensez. C'est parce que ça fonctionne comme ça, vous avez jamais vu ailleurs que ça pouvait fonctionner différemment. Mais le fait de l'avoir vu ailleurs, d'avoir pris une autre manière de penser, etc. et tout, fait que ben, vous pouvez apporter des solutions. Fait que la différence, la diversité que nous représentons, ça peut être cette richesse-là, justement, qui apporte une autre manière de voir les choses, qui apporte une autre approche, qui apporte d'autres solutions. Parce qu'en fait, finalement, quand on est confronté à des enjeux, à des challenges, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pouvoir les résoudre. Et les résoudre comment? En apportant des solutions. Et le fait d'être transversal, justement, ça fait en sorte que ça vient plus facilement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que j'aurais tiré de tout ça, finalement, la chose que je retire, moi, de tout ça, personnellement, et pour pouvoir le faire, il faut quand même avoir de l'écoute, c'est le fait de pouvoir, en général, lire parfaitement les gens et puis les situations. J'arrive à avoir une bonne lecture. Et puis des situations. Et lorsque vous avez ça, vous avez une meilleure compréhension. Vous avez une meilleure compréhension de à qui vous avez affaire et à quoi vous avez affaire. Et une fois que vous savez ça, mais finalement, si vous voulez travailler avec quelqu'un, vous lier d'amitié avec une autre personne, ou arriver à faire quelque chose à quelqu'un, etc., ben, ça commence par ça. C'est vraiment ça qui est le point de départ. Parce que si vous n'avez pas compris, ben, vous allez venir avec vous, votre approche ne correspond pas à ce que vous voyez ou à la personne avec qui vous parlez, mais ça ne va jamais faire mouche comme il faut. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, ça, c'est quelque chose que les gens négligent beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive à faire surtout la différence. Et moi, je me suis toujours demandé, parce que
j'arrive quand même à me retrouver dans plusieurs environnements qui sont totalement différents, mais j'arrive quand même à bien saisir ce qui se passe et tout ça, et puis à, à à connecter. Oui, oh. et je pense que ça vient de là. C'est le conseil que vous donnerez à quelqu'un qui vient d'arriver, Oui, qui serait en recherche de travail ou moi, le conseil que je donnerais, c'est bon, déjà, bon, il faut s'informer. Il faut s'informer et puis vraiment essayer de comprendre comment ça se passe, essayer de comprendre à qui on a affaire, etc. Parce que des fois aussi, on vient d'ailleurs et puis on vient avec son bagage, on vient avec tout et puis on regarde pas assez ce qui se passe ici et puis on fonce dans le tas comme ça avec nos gros sabots. Mais écoutez, ça, il faut quand même qu'on sache à quoi on a affaire et tout. Et donc, on se renseigne, on essaye d'évaluer tout ça et puis c'est de prendre la bonne mesure. Une fois qu'on prend la bonne mesure, ben, après, même quand on fait les approches, finalement, les approches, elles répondent convenablement à ce que les autres peuvent aussi vous donner ou bien ça permet de bien interagir et puis de trouver justement chaussure à son pied plus facilement. Parce que OK. surtout des fois, on vient avec nos gros diplômes et tout ça, et puis on pense que ça va impressionner les gens, mais des fois, c'est l'effet contraire, ça. Ouais, donc tout ça, il faut le comprendre, hein. Non, il faut prendre le temps de regarder et d'écouter. Moi, je pense que l'observation, l'écoute, ça devrait être la première des choses, savoir où est-ce qu'on est, savoir ce que ça nous offre, comment sont les gens, et puis S'informer, en fait, s'informer. avant Oui. d'arriver. Voilà, mais après aussi, en même temps, faut pas, moi, à mon avis, et puis je crois, mais après, chacun fait ce comme il veut, mais faut pas non plus aller au point de ne plus être soi-même. Je pense qu'il Ouais. faut garder son authenticité parce que c'est ça qui fait la différence. Après, finalement, si tout le monde est de la même manière ou bien pense de la même manière, finalement, je veux dire, rien ne va changer, hein. Exactement. OK, Ouais. d'accord. Et est-ce que, bon, enfin, je vais reprendre une phrase de d'une, comment dire, une entrepreneur, pour ne pas citer son nom, c'est Marthe Karine, lors d'une conférence dernièrement, elle disait, il faut savoir se vendre. Quand on a, enfin, tout le monde doit savoir se vendre, en fait. Quand on arrive dans quelque part, faut vraiment savoir se vendre soi-même, même pour aller chercher du travail et tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est savoir se vendre qui serait la clé ou vous pensez que, bon, Moi, je dirais que, bon, c'est sûr que ça, par exemple, mhm, c'est un constat qui sort d'une analyse et puis d'une observation, en fait, de là où on se trouve. J'aurais tendance à dire oui dans cet environnement-là. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance vraiment à se vendre beaucoup. En mhm, Amérique du Nord, c'est comme ça. c'est Je ça. vous prends par exemple un pays comme le Japon, c'est totalement différent. Mhm, Le Japon, les approches que l'on fait ici, en faisant beaucoup de publications, de posts sur soi-même, en disant que bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, me voici ici, me voici là-bas. Ça, c'est des choses qui passeront jamais là-bas. Au mhm, Japon, au contraire, c'est très mal vu. On a aussi des endroits là où on vient en Afrique où parfois aussi c'est comme ça, où on a plus de retenue à se mhm, mettre en avant. Mais ici, ça fonctionne de cette manière. Donc, mhm. c'est certain, et c'est pour ça que je disais quelque part, ben, il faut regarder comment ça se passe C'est et ça. puis Il faut s'adapter. s'informer en Oui, amont, en fait. voilà. C'est Et ça. puis, si les gens aujourd'hui, ici, par exemple, il y a le fait de se vendre, mais la première des choses aussi qui fait bouger les choses, c'est le réseau. Mhm. Moi, je fais du financement, certes, c'est de l'argent, je vous disais, c'est le nerf de la guerre, mais le réseau aussi, la première des choses. C'est-à-dire que si vous avez un beau réseau, en général, lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit, ou bien vous avez des problèmes, ou bien vous avez des opportunités, ben, c'est à travers le réseau que les choses vont se passer. Donc, il faut Exact. vraiment se constituer un réseau. Et Mhm. après, vous constituez un réseau, mais ça, vous le faites à partir de l'écoute, l'observation dont je parlais. Et puis Mhm. après, une fois que vous avez le réseau aussi, ben là, vous vous vendez à travers ce réseau-là, ou bien vous vendez pour constituer ce réseau-là. Donc, elle n'a pas tort lorsqu'on le dit, elle le dit. Mhm. Mais moi, personnellement, je consomme tout ça avec un peu de modération, là, le fait de trop se vendre, parce que
Après, et ça fait partie justement de toujours ces réflexions que j'ai sur le bon côté des choses et puis le mauvais côté que ça nous apporte, c'est que on se vend, on y va, et puis, mais on y va avec modération. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce dont je parlais, l'authenticité, si on va trop sur juste de la vente, ce qui va se passer, le phénomène, c'est qu'on va offrir en fait aux gens ce qu'ils veulent voir. C'est ça. On va plus offrir qui on est. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire un équilibre entre les deux. Moi, je ne veux pas m'oublier, mais en même temps, je veux offrir quelque chose d'intéressant à mon interlocuteur ou mon interlocutrice. C'est pour ça que dans tout ça, il y a toute une approche à avoir, il y a tout un dosage aussi à avoir. Parce que, tu sais, aujourd'hui, quand on parle des publications, de se vendre et tout, il y en a des fois, ils vont publier et puis c'est juste parce qu'ils savent que, bon, il y aura des rétroactions et puis des choses comme ça et que ça va faire le buzz. Mais la journée, c'est pas forcément nous-mêmes. C'est juste ce qu'on voulait montrer. Donc, là, moi, une fois qu'on perd cette authenticité, moi, je trouve questionnable parce que avec l'authenticité, justement, on sait à qui on a affaire et puis il y a toute la dimension de confiance et tout, parce que si c'est pas vraiment la personne, la vraie personne qui nous parle, mais c'est juste un avatar ou bien une apparence de cette personne-là, bon, ça question. Pas mieux non plus. Ouais. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir se vendre, mais il faut équilibrer les choses, c'est ça. Il faut faire un bon dosage entre se vendre et trop se vendre aussi. Oui, c'est ça. Comme on dit, l'excès en tout est un défaut. Et puis, mais c'est vrai qu'ici, quand même, il faut être conscient que ça passe par là. Des fois, il faut être quand même visible. Et puis, sinon, c'est sûr que si on doit choisir ceux qui cherchent de l'emploi et puis que finalement un employeur doit choisir entre un candidat et puis un autre, et puis que la première personne en fait est beaucoup plus visible, beaucoup plus connue, ben, il y a de fortes chances que cette personne-là soit retenue. Soit retenue, oui, c'est vrai. Effectivement. Et vous avez parlé de réseautage aussi. Je vais rebondir dessus rapidement parce que je sais que vous en faites beaucoup. Je vous suis sur LinkedIn et je vois vraiment que vous participez à beaucoup d'événements. En tout cas, donc je vous considère comme un expert dans le réseautage. Vous allez nous donner des conseils aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas réseauter. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive, qu'on n'a pas de réseau, on ne connaît pas encore les gens, on est nouvel arrivant ou vraiment on est timide, on n'est pas du genre à trop s'avancer vers les gens pour se présenter et tout. Comment est-ce qu'on fait ça, le réseautage? Oui, c'est ça. Ben déjà, il faut voir en quoi c'est ce qui nous intéresse. Et puis, moi, c'est sûr que je représente une organisation Evol et puis on a pas mal de choses qui se passent au niveau tout ce qui est clientèle, de la diversité. On parlera un peu des vols là, pour que je... Oui, bien sûr. Je regarde l'heure, puis... oui, c'est ça, ça passe vite. Hein. Et puis, mais par rapport en fait, au réseautage, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est quoi l'objectif? Et donc, c'est sûr qu'on va être amené à participer à des événements, des ateliers ou quoi que ce soit. On fait des activités où il y aura du monde. Maintenant, moi, l'approche que je suggérais par rapport à ça, c'est qu'il y en a qui réseautent et qui veulent rencontrer tout le monde lorsqu'ils réseautent à un événement et tout. Et là encore, on est plus dans la quantité, alors que finalement, la qualité est bien, on va dire que c'est bien meilleur. Et si bien que le réseautage, à mon avis, qui marche, c'est de dire, OK, quand je vais à un événement, il faut que je sorte de là avec peut-être, disons, 1, 2, 3, 4 bons contacts que j'aurais noués. Et une fois qu'on noue ces contacts-là, il ne faut pas oublier que il y a le suivi ensuite qui doit se faire. Mais lorsqu'on noue un contact avec quelqu'un, les gens rencontrent tellement de monde que finalement, quand on va vous rencontrer au détour d'une conversation, petite poignée de main, peut-être l'heure d'après, la personne vous a oublié. A oublié votre nom, a oublié ce que vous faisiez et qui vous étiez. Donc moi, ce que aussi, des fois, j'en parle avec soit des collègues ou d'autres personnes, je dis, c'est très important aussi d'essayer de laisser une marque à la personne.
d'essayer de lui laisser un repère par rapport à vous-même. Je vous donne un exemple, moi, me concernant. Souvent, ben, surtout ici, Ali, c'est pas un nom qui est un prénom non, qui est très utilisé ou connu dans, on va dire, l'écosystème québécois, etc. et tout. Mais si je rencontre des Québécois, je vais leur dire, mais mon nom est Ali, comme Mohamed Ali. Et là, à ce moment-là, je leur donne un repère. Et la prochaine fois qu'ils vont me revoir, ils vont quand même se souvenir que je m'appelais Ali comme Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, tout le monde connaît. Bah oui, c'est Ali, pas forcément. Et donc, c'est pour ça que des fois, même quand on salue comme ça, ben, il faut donner un repère à la personne. Et puis dire, voilà. Après, c'est sûr que l'humour, ça fonctionne aussi. L'humour fonctionne aussi. On ne fait pas deux fois une première impression. Et donc, si la première impression, elle est positive et puis que la personne a du plaisir à interagir avec vous, ben là, ça va faire que il y aura plus d'écoute la prochaine fois où elle va se souvenir de vous, mais positivement. C'est ça. Donc, je crois qu'il faut déjà limiter les ambitions et tout. Et puis, si je sors de là avec 4 bons contacts qui vont se souvenir de moi et avec qui après je procède à un suivi, là, normalement, petit à petit, le réseau devrait grandir, mais ça devrait être un réseau de qualité. Parce que vous allez voir, ils ont 5000 personnes sur LinkedIn ou 10 000 contacts. Mais après, c'est 5 secondes en passant et puis c'est fini. C'est vrai. Ouais. C'est bon. Et est-ce que vous conseillez de, quand vous parlez à la personne, vous lui laissez une carte? Est-ce qu'on prépare une carte de visite ou Bon, on peut avoir une carte d'affaires. Moi, je suis très développement durable et tout ça, donc des papiers, j'en ai des cartes d'affaires, mais aujourd'hui, LinkedIn est vraiment ce que j'utilise le plus, c'est le réseau professionnel. Donc, je pense que jusqu'à présent, c'est peut-être là que les choses se passent le plus sur LinkedIn. Et donc, on se connecte sur LinkedIn pendant les événements, c'est largement suffisant. Et puis, on fait des suivis par rapport à ça. Après, même sur LinkedIn, on peut partager son courriel et tout. Ou alors, on a finalement sa carte virtuelle qu'on peut partager aussi avec quelqu'un où il y a le numéro de téléphone et puis le courriel et tout ça. Parfait. Ok, super. Donc rapidement, on va quand même parler des vols parce que vous allez nous présenter les services qu'offre Evol. Et puis c'est quoi Evol déjà? Bon, Evol, c'est un organisme en fait qui fait du financement et puis qui part un peu du constat, un constat que Evol existait avant Inclusio et tout ça, mais c'est un peu le même constat. Mais ça, c'est plus, il y a une trentaine d'années, des femmes de la côte nord, là, du Québec, qui étaient fatiguées de constater que lorsqu'on était femme entrepreneur, on avait de la difficulté à avoir accès à du capital. Et donc, c'est là qu'elles ont décidé de lancer un fonds qui s'est appelé, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça, mais au fur et à mesure, il s'est appelé Femmes Essor. Et puis, il y a un réseau Femmes Essor qui s'est constitué au niveau du Québec. C'était des organisations donc, qui finançaient de l'entrepreneuriat féminin. Donc, en 2021, la direction, les bailleurs de fonds, tout ça, se sont dit, OK, la situation des femmes s'améliore, mais cependant, il y a toujours des groupes qui ont un peu le même problème d'accès au capital. Et ça, c'est des groupes qui sont issus de la diversité au sens large du terme. Donc, on parle des immigrants, ça va des immigrants jusqu'aux personnes vivant avec une situation de handicap. Donc, statistiquement parlant, ces gens-là ont plus de mal à avoir accès au capital. Et puis, on s'est dit chez Evol que nous devons être le véhicule par lequel ces gens-là peuvent avoir accès à du financement. Ces entrepreneurs peuvent avoir accès à du financement. Et ces organismes, ces OBNL aussi peuvent avoir accès à du financement. Plus facilement que si elles partaient sur le système financier conventionnel. Donc, on offre des prêts à terme, un peu comme les banques ou bien comme la BDC ou quoi. C'est vraiment des prêts qui vont jusqu'à 8 ans. Et donc, on peut financer des projets en démarrage, en croissance. On peut financer des reprises aussi, de reprenariat, de l'acquisition d'entreprises et tout. Et notre financement a la particularité d'être du financement accompagné, en fait. Donc, c'est pas que de donner de l'argent, c'est que derrière, on procède à un accompagnement. Avant même que l'on nous présente le dossier, on peut aider à faire à peaufiner les plans d'affaires et puis les prévisions financières.
Et une fois qu'on a décaissé les fonds, ben, on vous accompagne pendant toute la durée du financement, tant au niveau de la gestion et tout ça, qu'au niveau du développement durable. Parce que le développement durable aussi, ça, c'est un élément qui est très important pour nous. Il faut que ceux-là qu'on finance, celles et ceux qu'on finance soient ouverts par rapport à ça et puis veulent évoluer positivement par rapport à ça, à tel point que on a même des incitatifs, là, plus l'entreprise ou le projet qu'on finance est orienté ESG, mieux on va la traiter, même en termes de taux d'intérêt et tout ça. Okay. Et donc, ça fait que c'est vraiment les deux paramètres. C'est le type de clientèle, parce que on est au moins une de ces personnes-là qui est au minimum 25% des parts d'une entreprise. Donc, si vous êtes une femme, vous avez au moins 25%, vous êtes actif dans l'entreprise, ben, Evol peut vous financer. Okay, voilà, donc c'est un peu ce qu'on offre. Et puis, on travaille beaucoup, en fait, avec les banques, avec les partenaires financiers que vous connaissez ici. Et oui, donc, et ça rentre vraiment en droite ligne avec moi, mon profil, hein, ce que j'ai toujours voulu faire et ce que je fais, donc d'essayer de ramener, en fait, des gens au niveau où ils doivent être, là. Oui, on assume complètement cette raison d'être et puis cette mission. D'accord. Et c'est que des prêts que vous offrez ou il y a des subventions? Non, il n'y a pas de subventions, c'est juste des prêts. Et puis, bon, des subventions, là, c'est vraiment un autre domaine. Et je sais qu'au niveau des OBNL, parfois, en fait, effectivement, c'est plus des subventions qui... Des prêts, oui. Et les prêts, est-ce que vos taux sont plus bas que les taux qu'appliquent les banques ou... Ben, on peut dire qu'on se ressemble un peu à ce niveau-là. On n'a pas, on est peut-être des fois un peu au-dessus, mais ça se comprend parce qu'on n'offre pas que les fonds, on offre de l'accompagnement et tout ça. Donc c'est certain qu'il y a il y a du temps quand même qu'on prend, beaucoup de temps qu'on prend pour suivre notre clientèle et tout ça. Donc je dirais que on est soit équivalent, soit peut-être un peu plus cher que les banques. Mais il y a l'accompagnement. Tout à fait, et puis on l'assume aussi complètement. On l'explique. Ouais. OK. Puis je veux dire, vos services pour y accéder, est-ce que l'entrepreneur ou en tout cas le futur entrepreneur doit débourser quelque chose ou c'est vraiment... Non, justement, c'est des frais. Ben, il y a des frais de gestion du dossier qui sont annuels, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, sinon, c'est vraiment gratuit. Hein. C'est l'accompagnement qui est là. Et après, on offre la possibilité aussi aux entrepreneurs d'avoir accès à ce qu'on appelle, nous, une brigade conseil. En fait, on a des experts qui interviennent dans tous les domaines qui gravitent autour de la vie de l'entreprise. Donc, soit légal, communication, développement des affaires, tout ça, là, des ventes. Et puis, on peut, en fait, procéder à des jumelages gratuits entre ces entrepreneurs-là et puis ces experts. Imaginez, vous voulez, je sais pas moi, faire une convention des actionnaires ou quelque chose comme ça, si vous aviez une entreprise. Ben, si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est, comment il faut procéder et tout, ben, on peut organiser un jumelage gratuit avec un avocat ou une avocate qui va vous donner des réponses à vos questions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on offre gratuitement. Et puis, il y a la possibilité aussi de faire partie de cellules de co-développement avec d'autres personnes qui partagent un peu les mêmes profils que vous, ce qui fait que la relation, elle n'est pas de financeur à financer comme moi je pourrais l'avoir avec de la clientèle, mais c'est plus avec des gens qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes défis, les mêmes succès, et puis qui, à partir de là, font du co-développement. Ça, par contre, c'est le seul service vraiment pour le moment qui est payant, là. Mais avec des tarifs qui sont vraiment, on va dire, compétitifs, parce qu'on est on est un organisme de développement, donc on essaie vraiment de faire en sorte qu'on offre un service pour pouvoir avoir de l'impact et sans que ça crée, sans qu'il y ait d'obstacles en fait pour ceux qui vont les utiliser. Effectivement, wow, c'est intéressant. Et est-ce que disons, vous avez eu quand même de bons résultats, des entreprises qui ont... est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Non, c'est la différence avec une entreprise qui a fonctionné avec vous, puis une autre qui n'a pas pris de...
Non, Ce mais serait... écoutez, Mm. déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que notre taux de succès est bien plus élevé que celui du système conventionnel parce que la différence se fait justement au niveau de l'accompagnement. Parfois, vous allez venir en tant qu'entrepreneur, je prends un dentiste, il sait très bien travailler dans son domaine d'activité, mais bon, il a besoin quand même de renforcer certaines attitudes au niveau de sa gestion, au niveau de ses opérations, toutes ces choses-là. Donc, le fait qu'on accompagne, Mhm. ça va renforcer son entreprise et puis ça va faire en sorte que finalement, notre taux de succès, en fait, de nos entreprises qu'on finance, il est vraiment bien, il est plus élevé. Ça, Mm. c'est un. Maintenant, la difficulté ça c'est plus le côté plus, la difficulté à laquelle je suis confronté, nous tous, hein, dans le secteur financier parfois, c'est le fait que, je parlais d'écoute tantôt. Ça, c'est quelque chose, je crois que, en tout cas dans ma vie, moi, ça me marque beaucoup, l'écoute et tout, parce que je trouve que une fois qu'on l'a, on règle tellement de choses, mais si on l'a pas, c'est compliqué. Et en entrepreneuriat, en financement, c'est vrai. Et j'en parle souvent, c'est que si on a des entrepreneurs qui n'écoutent pas, finalement, ils vont prendre des décisions sans tenir compte de ce que des gens comme nous allons dire. Or, nous voyons des fois ce que les autres ne voient pas. Vous voyez? C'est un peu ce que je disais, oh, moi, je fais comme ça, d'accord, mais ça peut, ce que l'autre te dit aussi, c'est important. Et donc, je crois que si, par exemple, des gens viennent me voir et puis que je leur explique des choses et puis que finalement, ils sont convaincus qu'ils ont raison alors que nous, on a bien plus d'informations que les entrepreneurs et parfois, ils ne le réalisent pas, ben là, je vais quand même, c'est peut-être des dossiers que je ne vais pas financer. Mm. Pas financer. Parce que surtout nous, on offre de l'accompagnement. Encore si on ne faisait que donner de l'argent, OK, moi, je te donne l'argent, débrouille-toi, fais comme tu veux. Mais si Mhm. j'accompagne quelqu'un qui n'écoute pas, je ne sais pas comment je peux l'accompagner. Et C'est donc, vrai. oui, donc moi je crois que c'est plus ça, on voit son projet, ben c'est ça, j'avais mon fameux, je lui ai donné un nom, mon fameux syndrome du bébé, là, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on voit son projet, il est tout beau, on peut pas dire qu'il est pas beau comme le bébé, donc ça fait que c'est compliqué, hein, voilà. Moi je dirais que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut que les entrepreneurs soient vraiment, Mhm. on va dire, et ça prend de l'humilité, l'écoute, C'est ça. vrai. Ouais. Des fois, on manque d'humilité pour reconnaître que il y a des améliorations à apporter à son projet parce qu'on y croit tellement Mais à son oui, projet nous-mêmes que, bon, des fois, on est comme aveugle, puis ouais, on ouais, voit pas, c'est ça. c'est ça, et la phrase qu'on s'en souvient souvent, c'est ah, le banquier ou le financier, il comprend pas mon projet. C'est ça, il sait pas de Oui, quoi il parle. il veut Et pas donc, me financer, il veut pas me voilà, donner. tout simplement ça. Donc, en fait, finalement, on va se retrouver et on a toujours tort, mais alors que, ben non. Et Mhm. puis, faut pas oublier une chose, hein, c'est que nous, si on fait bien notre boulot, on est censé aussi protéger, en fait, les clients, ceux qui viennent nous voir. Et Mhm. des fois, imaginez qu'on se rend compte que si jamais on prête de l'argent, ben, ça va porter préjudice. On a une responsabilité, c'est ça que les gens oublient. Et moi, si je vois qu'un projet ne tient pas la route et puis que la personne elle est convaincue que ça tient la route, ben, c'est de ma responsabilité de ne pas faire ce projet-là. Je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé. Et puis, sur le coup, ça n'a pas été facile pour l'entrepreneur, mais moi, j'ai un cas en tête où 3 mois ou 4 mois plus tard, l'entrepreneur m'a appelé et puis m'a dit merci. Mhm. Merci de ne pas avoir financé. C'est ça. Sauf que Donc, non. il faut écouter. Il Ouais, faut, écoutez, c'est ça. ça c'est Et, important. et pour avoir accès à vos services, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées des vols? Comment ça se passe, Oui, la soumission? Est-ce qu'il faut préparer enfin, son plan d'affaires déjà ou vous aidez à mettre en bon, place? oui, oui. Alors, c'est sûr que déjà, vous avez toute l'information au niveau du site evol.ca, du site Internet. Et puis, concernant maintenant les projets et tout, il faut toujours partir avec une base. C'est votre projet, c'est pas le nôtre. Donc, vous avez un projet d'affaires ou un plan d'affaires ou des prévisions financières. Vous avez une base qui est là déjà et tout. Mm. Maintenant, c'est sûr que nous, quand on va regarder ça, on va regarder est-ce que le fruit, il est mûr ou pas. Donc, on Mm. va vous dire déjà en termes d'information, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est exhaustif, etc. Si c'est Mhm. pas le cas et que vous avez de la difficulté à pouvoir mettre tout ça à niveau, ben on va vous accompagner. On va vous dire, OK,
on travaille dessus avec vous, sur vos prévisions financières et puis votre plan d'affaires, jusqu'au point où ça arrive quand même à un niveau où ça correspond à nos attentes. Et puis, à ce niveau-là, ben, maintenant, on récupère pour vraiment regarder la demande de financement dans son ensemble. Et tout se passe à travers notre site. Même le formulaire de demande de financement est là-bas. Donc, evol.ca, c'est vraiment très facile d'accès et puis et c'est sécurisé en plus. Donc, c'est pour ça qu'on utilise en fait cette formule plutôt que de dire aux gens envoyez-nous des choses par pièce jointe et puis toutes ces choses-là, sachant qu'on est dans un monde de plus en plus exigeant à ce niveau. Et voilà, et puis donc nous, on réagit rapidement une fois qu'on a des sollicitations. Et puis c'est ça, si tout va bien, on continue le processus jusqu'au décaissement. Si maintenant il y a certaines choses qui vont pas, ben on explique pourquoi. Et puis on travaille toujours une réaction de notre part. Et puis on se positionne beaucoup en mode solution. Si c'est pas nous qui avons la solution parfois pour satisfaire la demande, ben on peut diriger l'entrepreneur qui vient nous voir ailleurs. C'est pas un problème. Ok, d'accord, c'est ça. Je voulais demander, est-ce qu'il y a d'autres services, d'autres outils que vous suggérez? Oui, et puis vraiment, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens ne repartent pas sans solution ou bien sans pouvoir continuer leur chemin. Soit ça s'arrête ici et puis on fait ce qu'on doit faire, soit ben, on les dirige ailleurs et puis voir s'ils peuvent trouver leur bonheur. Effectivement. OK. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, il y a des solutions pour ceux qui arrivent ou qui veulent entreprendre ou qui ont déjà commencé. Il y a des entrepreneurs, c'est ça, déjà en activité, mais qui souhaiteraient de l'accompagnement ou autre. Il y a Evol. Donc, allez regarder le site Internet. Donc, il y a aussi ceux qui achètent des entreprises. C'est ça, des acquisitions d'entreprises. Vous regardez aussi ces genres de... Si, on regarde. Et puis ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant. J'encourage beaucoup les gens à regarder, en fait, du côté du reprenariat. C'est vrai qu'il y a des risques, mais les risques sont différents qu'en démarrage. En démarrage, en fait, on base tous, que ce soit l'entrepreneur ou nous autres, on base juste on va dire nos décisions sur des hypothèses. Alors qu'en reprenariat, on a déjà de l'existant. Quand vous avez de l'existant, le niveau de risque il est différent. C'est-à-dire vous savez à quoi vous avez affaire. Après, il faut que l'entrepreneur qui rachète soit quand même aligné avec le projet qui est en reprise là. Et puis là, c'est plus simple. C'est vraiment, donc, en plus, on est dans un moment actuellement où il y a quand même des opportunités à ce niveau. Donc, moi, je dirais aux gens, c'est plutôt d'aller essayer de réinventer la roue, là, autant essayer de l'acheter directement, là. C'est plus, oui. Donc, j'encourage beaucoup les gens à y aller sur ce terrain-là. Le reprenariat aussi, peut-être que les gens essaient de partir leur entreprise eux-mêmes parce que c'est peut-être cher de reprendre une entreprise, de racheter une entreprise. Je ne sais pas, je pose la question. Ça dépend parce qu'on est quand même dans un environnement au Québec, au Canada, où l'économie est en fait, elle est tenue par des petites et moyennes entreprises. Donc parfois, c'est des entreprises qui ne sont pas si chères que ça. Et donc, par exemple, en rachetant une entreprise, il faut surtout avoir la mise de fonds, on va dire. Et la mise de fonds, sinon le reste, on a des solutions de financement. Et c'est pour ça même que je disais ici, la particularité, c'est que des solutions existent. Une fois qu'on arrive à trouver une entreprise, après, on commence à voir c'est qui pourrait financer cette entreprise-là et tout ça. C'est possible, en fait. Honnêtement, c'est pas ce qui devrait bloquer, en fait, les intentions d'entrepreneurs, de repreneurs potentiels. Moi, je pense qu'il faut avancer. Si une entreprise est intéressante, après, il y a la possibilité quand même de trouver des solutions. C'est sûr qu'il y a de l'expertise. Ça, il faut être quand même avoir la possibilité de gérer cette entreprise-là en termes de connaissances, de compétences et tout ça. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que
seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez être avec aussi en association avec une autre personne qui arrive à vous compléter, euh, complémenter. Et puis, ce qui fait que avec cette association-là, ben, en tout cas, il n'y a pas d'angle mort. Et puis, vous donnez toutes les chances au projet de reprise de bien se passer. Mais il y a les solutions financières existent. Ça ne devrait pas être pour tous ceux qui écoutent. Non, ça ne devrait pas être un bloquant, comme on dit. Il ne faut pas se laisser abattre ou décourager à cause de ça, honnêtement. Ouais. Ok, ok. Ben moi, pour finir là, je sais qu'on a dépassé largement là, mais c'est tellement intéressant. Ben, vous parliez de mise de fonds. Mettons que même la personne, cette mise de fonds, elle l'a pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour subventionner ou prêter la mise de fonds? Oui, oui, si, si. Je vais en Il poser existe. cette question en même temps. Est-ce Oui. qu'il y aurait une liste ou une plateforme ou je ne sais pas, quelque part où on peut trouver toutes les entreprises qui financent, qui donnent des subventions, en tout cas pour les entrepreneurs ou les gens qui voudraient entreprendre? Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des outils, en tout cas. Bon, il y a déjà, en fait, une organisation qui s'appelle Reprenariat Québec, donc anciennement CETEX, Centre de transfert des entreprises du Québec, où vous avez effectivement ce qu'ils appellent un index, l'index où on a des entreprises à vendre d'un côté à céder et puis de l'autre des repreneurs potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Ben, il faut s'enregistrer à cette plateforme-là et puis payer un montant par mois. Donc ça, le Reprenariat Québec aussi, ils vous accompagnent, ils font des offres des formations, etc. Donc ils existent. Il y a une autre plateforme qui s'appelle acquisition.biz, si je ne me trompe pas. Et puis, il y en a une autre qui est la vitrine.biz aussi, je crois. Il y en a certains hein, qui existent, ou des fois, vous voyez occasion d'affaires aussi. Donc, là, il y a quand même de l'information qui est disponible sur les différentes entreprises à acheter, que vous soyez en Mauricie, la capitale nationale, en Montérégie, etc. Donc là, vous pouvez regarder tout ça. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pourrez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, par rapport à la mise de fonds, effectivement, il y a la possibilité de reprendre une entreprise et une négociation. Donc déjà, quand vous reprenez, vous discutez avec le cédant, il y a il y a un élément qu'on appelle la balance de vente. La balance de vente, et puis ça, c'est le montant que généralement, dans ce genre de transaction, le vendeur va vous faire aussi un crédit. On fera un crédit et puis il va dire, bon, OK, moi, peut-être, vous pouvez demander, vous pouvez dire, OK, je dis une bêtise comme ça, ben 20%, c'est la balance sur le prix de vente de l'entreprise, ce on peut le considérer comme balance de vente. OK? Cette balance de prix de vente, en fait, si jamais le remboursement n'est pas exigé automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous dites, OK, vous êtes au vendeur, moi j'ai un financement et puis j'arrive à faire en sorte que je vais payer immédiatement 80% de l'entreprise. OK? Je vous donne ça tout de suite. Maintenant, les 20%, normalement c'est échelonné. C'est un crédit, ce qu'on appelle un crédit direct, là, entre vous et puis les vendeurs. Mais vous pouvez lui dire, OK, est-ce qu'on ne peut pas le rembourser en ballon, en fait, à la fin, disons de 3 ans. Au bout de 3 ans, on paye ce montant-là. Là, quand les gens vont faire le calcul financier et tout, il est possible que ce montant-là soit considéré comme de l'équité, de la mise de fonds, parce que c'est pas un montant qui doit être remboursé. Oui. Donc, des fois, ça peut arriver, des cas, c'est exceptionnel, il faut bien négocier, mais c'est une possibilité. Ça peut arriver que si les gens négocient cette balance de vente, ben, vous, au niveau de la mise de fonds, on va moins vous demander. Parce qu'il y a déjà ça qui est présent. Mais chez Evol, la mise de fonds, on demande à ce qu'elle soit de moins 5%. 5% du prix du projet, ce qui généralement n'est pas élevé. Sachez que quand vous allez en banque et tout ça, des fois, on va vous dire 20% ou 30%. C'est pour ça que même nous, on dit 5% et puis qu'il y a quand même une banque. Donc,
projet, ben, et là, la mise de fonds, vous allez peut-être être obligé de mobiliser 20%. Mais la balance de vente est quand même quelque chose qui est... Une bonne façon, en fait, d'avoir ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est plus à ce niveau-là que vous pourrez... Et puis en plus, l'avantage, c'est que ça fait en sorte que ben, le vendeur, s'il y a quoi que ce soit, vous savez, c'est comme quand vous achetez une maison et puis après qu'il y a des vices cachés ou des choses comme ça. Des fois, vous achetez une entreprise et puis il y a des choses qui se passent après, mais le fait d'avoir toujours le vendeur et puis que ce soit pas totalement réglé, ben, ça fait en sorte que la personne est toujours présente quand même s'il y a quoi que ce soit. Ouais. Mais ça se discute, ça se négocie et puis donc il faut vraiment se faire accompagner. Il y a des conseillers qui sont là pour ça et puis même au niveau fiscal, au niveau... Il y a des montages, il y a une manière de monter en fait les reprenariats. Il ne faut pas juste aller acheter des actions et puis dire vous êtes actionnaire comme ça. Là. Il y a des subtilités qui font la différence au niveau fiscal, du traitement fiscal. Et puis même au niveau légal et tout ça, il y a beaucoup de considérations. Donc il faut vraiment être bien entouré. Mais si vous avez votre projet, ben, c'est là que vous commencez à mobiliser justement tout ce beau monde-là autour de ça. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le reprenariat, allez voir M. Ali. On peut financer et puis mettre en contact aussi avec les autres qui justement interviennent. C'est au niveau légal, fiscal et tout ça, de manière à ce que ce soit bien amené. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. En tout cas, je conseille à tout le monde d'aller faire une petite visite sur le site des vols. On a toutes les informations là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Ali. C'était vraiment très intéressant. Un beau parcours que vous avez là. Je pense que ça donne des idées aux étudiants qui sont ici. Peut-être... pourquoi pas, si on ne peut pas retourner en Afrique, parce qu'on a besoin de bras en Afrique aussi pour construire l'Afrique. Donc, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, pour finir, là, je vous demanderai un seul conseil pratique que vous donnerez à ceux qui nous suivent aujourd'hui là, pour commencer quelque chose dès la semaine prochaine. Là, Qu'est-ce que vous leur direz? Ben, moi, je leur dirais d'essayer de foncer, de ne pas se mettre des obstacles, parce que des fois, c'est vrai qu'on vient parfois de milieux où il y a comme il y a des codes, il y a des choses comme ça. Ici, si les gens ont besoin de quoi que ce soit, c'est comme si ben, les gens peuvent peut-être me contacter aussi. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Hein. Ici, tout le monde est un peu accessible et tout, donc il faut y aller. Il faut juste aller à l'information parce que il y a beaucoup d'opportunités, c'est certain. Donc, c'est pas en restant les bras croisés, vous voulez sortir d'une salle et puis vous faites même pas l'effort de vous diriger vers la porte pour pouvoir sortir. C'est sûr que vous allez faire du surplace. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'y aller. Et puis, moi, je reste disponible si qui que ce soit voudrait qu'on ait une discussion, bien évidemment, c'est avec grand plaisir. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que nous autres qui sommes des immigrants, de la diversité, on a beaucoup de choses à apporter. Je dis souvent qu'on constitue une richesse et puis que ben voilà, on peut faire changer les choses positivement, soit ici et puis après faire des ponts vers là-bas, même pour finir au niveau des entreprises que les gens rachètent. Les gens, justement, peuvent se diriger vers ça en se disant, bon, je rachète cette entreprise et puis je continue de la faire fonctionner, mais après, je peux me dire, OK, je vais essayer de diversifier mon offre de services via mon offre de produits en faisant un lien justement avec l'Afrique. Donc, il y aura déjà une base qui est là. Et puis après, vous allez grandir en exploitant justement un créneau avec ce que vous connaissez de l'autre côté. Donc, il y a plus de ponts qui peuvent se constituer de cette manière-là, j'en suis certain. Mais il faut avoir cette vision, en fait. Effectivement. Ouais. Bon, merci beaucoup, Monsieur Ali. Très clair. Donc, il faut juste oser. Il faut prendre le premier pas et puis y aller. Y aller. Il y a des solutions. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci. Bye.